De plus en plus de citoyens béninois craignent de saisir la justice par rapport à une affaire ou une situation conflictuelle donnée. Pourtant, l'action en justice pour faire reconnaître ses droits est une prérogative de tous. Ce soir, l'action en justice est au cœur de notre entretien sur votre tribune Droits et devoirs. Nous y recevons Maître Raoul Mbedi, avocat au barreau du Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Maître Mbedi, bonsoir. Bonsoir, madame. Et bonsoir aux téléspectateurs d'Eden TV. Alors, avant d'engager forcément une action en justice, il faut savoir ce que c'est. Eh bien, nous avons posé la question à quelques citoyens. Ils répondent. Je ne sais pas comment saisir la justice par rapport à une affaire. Pour mener une action en justice, il faut prendre par deux manières d'abord. Il y a la demande et la demande qui se divise en deux, il y a l'assignation et la requête. Pour mener une action, il faut avoir des enquêtes sur un fait. Et c'est par les analyses qu'on arrive à faire à rendre justice pour voir celui qui a tort, celui ou pas. Si une personne commet une faute, il est censé aller porter plainte au commissariat. Et bon, après enquête, il peut traduire la personne en justice si la personne a tort ou pas. Et bon, il y a plusieurs juges aussi. Non, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut saisir la justice. Je ne sais pas comment saisir la justice. Donc si vous avez des spécialistes dans ce domaine pour m'aider, pour comprendre, ça me fera plaisir. Maître Mbedi, il y a quelques-uns qui ont essayé de répondre à la question. Est-ce qu'ils vous ont convaincu? Sinon, qu'est-ce que l'action en justice? J'ai noté que la plupart disent ne pas savoir ce que c'est que l'action en justice ni comment saisir la justice. De façon générale et le plus simplement possible, l'action en justice, on peut dire que c'est le droit pour une personne de porter ses prétentions devant une juridiction afin qu'un juge les dise bien ou mal fondées, tout simplement. C'est-à-dire que vous estimez avoir raison, vous estimez avoir des droits, vous estimez avoir un problème à poser, vous cherchez une solution. Comme vous l'avez dit dans votre propos liminaire, que votre situation vous oppose à un autre être humain comme vous. Mais vous êtes conscient que vous ne pouvez pas régler ça vous-même, vous n'avez pas la solution en réalité, puisque c'est la loi qui organise comment régler les choses, et puisque le principe dit que nul n'a le droit de se rendre justice. Donc vous estimez que vous avez des droits, vous avez des prétentions, vous avez des choses à réclamer à quelqu'un, vous ne pouvez pas directement affronter cette personne ou aller récupérer chez la personne. L'État a organisé un service public de la justice et vous décidez donc de porter vos prétentions, de porter vos demandes, de porter vos réclamations devant l'institution judiciaire afin qu'un juge vous entende votre adversaire, apprécie les éléments que chacun de vous verse au débat et à la fin décide qui de vous deux a raison, qui doit quoi à qui et comment est-ce que le problème doit être réglé. Et donc, pour revenir à mon propos, l'action en justice, c'est le droit pour tout citoyen, toute personne qui a des prétentions, de les élever ou de les porter devant une juridiction afin que celle-ci les dise bien ou mal fondée tout simplement. Mais est-ce qu'au regard de cette définition, on peut dire que n'importe qui peut saisir la justice? Qui peut saisir la justice? La réponse, vous la donnez bien sûr, le principe, c'est tout le monde peut saisir la justice. Maintenant, dans la pratique, dans la réalité, il y aura des restrictions. Exemple, un mineur ne peut pas saisir la justice normalement, parce qu'il n'a pas la capacité légale. Un enfant de moins de 18 ans au Bénin ne peut pas lui-même directement agir en justice. Il faudra qu'il le fasse par l'organe ou par l'intermédiaire de son tuteur, de son représentant légal, de ses parents, en fonction des circonstances. Ce qui fait que si un mineur est victime d'une infraction, par exemple, il va porter plainte, oui. Mais la procédure pour son compte sera suivie par son parent ou une personne majeure, en tout cas, qui a le pouvoir de ce que l'on appelle la garde légale sur lui, l'autorité parentale sur lui. Que ce soit pas forcément son père ou sa mère naturelle ou biologique. Ça peut être un oncle, ça peut être une tante, ça peut être un tuteur. C'est la personne qui exerce l'autorité parentale sur ce mineur qui va porter l'action, qui va représenter ce mineur dans le cadre de la procédure. Donc avoir la capacité, c'est avoir l'âge, la majorité, 18 ans. Pas seulement la majorité. Quelqu'un qui souffre d'une déficience mentale ne peut pas normalement porter lui-même une action en justice parce qu'objectivement, il n'a pas toutes les capacités requises. Donc, si l'action est ouverte en principe à tout le monde, si toute personne peut agir en justice, dans la pratique, ces personnes doivent justifier d'une capacité d'agir ou parfois d'un pouvoir.
les hommes du pouvoir, c'est lorsque vous êtes, par exemple, vous prenez une société. La société, en droit, c'est une personne morale. C'est-à-dire que ce n'est pas vous et moi, ce n'est pas les individus qui font. Quand on dit une société ABC, par exemple, quand on dit ABC Sale, c'est la société. En droit, elle a une personnalité différente de celle des individus qui l'ont constituée. Mais la société ABC ne peut pas agir en justice sans passer par l'organe de l'individu, c'est-à-dire le gérant, la personne qui la représente légalement. Donc, une société, personne peut agir en justice, mais parce qu'elle n'est pas physiquement existante, ne peut réellement porter son action que par l'intermédiaire de son représentant légal, en l'occurrence, quand c'est une SARL, un gérant, donc celui qui joue le rôle de gérant. Ce qui fait que, même si 10 personnes s'associent pour créer la société, quand c'est une SARL par exemple, si les 10 sont apportés au capital de la société, quand il y a problème que c'est la société qui veut agir, en réalité, les 9 autres, tout comme les 10, s'ils n'ont pas la qualité, celui qui a la qualité de gérant peut porter l'action. Et à défaut, celui à qui avait le droit de donner le pouvoir de le représenter, lui, le gérant. Voyez-vous, donc, tout en étant une personne morale de droit, ayant la possibilité ou l'aptitude à agir, elle ne pourra le faire que par l'organe de celui qui a le pouvoir de le faire, c'est-à-dire le représentant légal, quand c'est une personne morale. Et ainsi de suite. Donc, on peut multiplier les exemples à loisir. Il faut retenir simplement que toutes les fois qu'une personne veut agir, si le principe c'est qu'elle est libre de le faire, qu'elle en a l'aptitude, la limite c'est qu'il faut qu'elle remplisse les conditions légales fixées. Au nombre desquelles je vous dis la capacité, le pouvoir, l'intérêt et d'autres critères, mais puisqu'on n'est pas un cours de droit, je donne juste le minimum nécessaire pour qu'on retienne et qu'on sache. Vous avez parlé tout à l'heure de liberté. Est-ce que l'action en justice, elle est libre ou elle est contrainte? Non, je vous dis, l'action est libre. Toute personne peut porter toute prétention en justice. Même les plus inimaginables, et les gens le font. Ailleurs, on a dit que quelqu'un a porté plainte contre Jésus ou contre Satan. Donc, bref, l'action, c'est ce que vous estimez qu'on vous doit. C'est la prétention que vous estimez être légitime pour vous. Et vous êtes libre de la porter devant la justice. Il appartiendra au juge, quand il va vous écouter, de voir si ce que vous dites est fondé, si c'est vrai ou faux, s'il faut y faire droit ou pas. Mais l'action est libre. Mais est-ce que l'individu peut se faire représenter par son avocat? Bonne question. Sur le principe, là également, c'est oui, mais ça dépend des matières. Lesquelles? En matière pénale, par exemple, l'avocat vous assiste, il ne vous représente pas. Ouais, quand on dit matière pénale, c'est quoi? C'est le vol, par exemple. Si vous avez volé et qu'on vous convoque, bon, exemple, si vous êtes soupçonné de vol, je ne dis même pas vous êtes soupçonné de vol, et qu'on vous convoque dans une unité de police au tribunal pour les faits prétendus de vol, vous ne pouvez pas dire j'ai un avocat, mon avocat me représente au tribunal. Vous devez être présent vous-même, l'avocat vous assistera. Et sur le plan civil? Au civil, par contre, c'est tout autre chose. Pour certaines actions, l'avocat vous représente. Et quand je vous cite un exemple, par exemple, si vous voulez faire un divorce, par exemple, vous aurez un avocat, mais l'avocat ne va pas vous représenter. Parce que dans ce genre de procédure, votre présence personnelle est nécessaire. A contrario, quelqu'un vous doit de l'argent, vous voulez recouvrer votre argent sur lui, vous voyez un avocat, pas besoin de venir au tribunal. L'avocat peut porter toute votre action du début jusqu'à la fin. Et vous dire, ouais, j'ai pris votre argent, venez récupérer votre argent. Vous avez perdu votre emploi parce qu'on vous a licencié. Vous avez un avocat, mais l'avocat ne peut pas vous représenter. Il vous assistera. Parce que c'est vous qui avez vécu l'histoire, c'est vous qui pouvez raconter les détails quand il y aura des questions à poser. Donc, oui, le législateur a prévu que vous ayez droit à l'assistance ou à la représentation par un avocat, c'est possible. Mais là encore, je vous dis, ce n'est pas dans toutes les matières, ce n'est pas mécanique. Selon certaines matières, l'avocat ne pourra que vous assister. Même si à la réalité, cette assistance peut être précieuse et déterminante. Et dans quelles conditions l'action en justice est-elle menée? Quand vous parlez de conditions, je ne sais pas ce que vous mettez dans conditions en fait. J'ai dit tout à l'heure, les conditions remplies de façon générale. Alors, dans quelles conditions mener une action, bien quand est-ce qu'on peut mener une action? Dans quelles conditions, c'est-à-dire quelle est la procédure? Comment ça se fait? Là encore, ça dépend des matières. Je vais prendre la matière générale de droit commun, la matière civile. Et quand on dit civil, c'est aussi bien le civil que le social. Il y a beaucoup l'état des personnes, il y a beaucoup de matières. Si je prends par exemple une affaire de recouvrement de créance, ce que j'ai dit tantôt, ça veut dire que quelqu'un vous doit ne pas vous payer volontairement. Vous avez tout fait, la personne résiste à vous remettre votre argent, vous ne savez plus où donner de la tête, mais vous tenez à avoir votre argent.
vous voyez un avocat, il y a plusieurs procédures que l'avocat peut mettre en œuvre. Vous voulez divorcer, c'est une autre procédure. Vous avez été licencié, c'est une autre procédure. Le chacun a organisé les procédures, en fait, selon la matière dans laquelle vous vous trouverez. Vous avez fait des enfants et malheureusement, il y a mésentente, vous vous séparez l'un de l'autre et il faut régler la question de la garde des enfants. Qui a la garde des enfants? C'est une autre matière, c'est une autre procédure. Donc, selon la procédure, les voies. Mais de façon générale, pour engager une procédure, on retiendra qu'il y a globalement 3 possibilités ou 3 voies possibles. Ce sont les matières. Vous avez la plainte, qui peut s'analyser en une plainte civile, en une plainte simple, en une citation directe. La citation directe, c'est quoi? Je vais vous expliquer, je donne d'abord les éléments. En matière pénale, par exemple, quand vous voulez agir, vous pouvez faire une plainte. Il y a la plainte simple, la plainte avec constitution de partie civile, il y a la citation directe. Il y a 3 possibilités ou 3 voies pour agir en matière pénale. Si on est en matière civile, de façon générale, vous avez la requête ou l'assignation. Sur le principe, c'est les 2 grandes voies. Ça. Mais à la réalité, il y aura peut-être d'autres voies, pas formelles, mais qui permettent quand même d'arriver au même résultat. En matière pénale, je reprends donc, vous avez soit la plainte avec constitution de partie civile, soit la citation directe. Lorsque vous êtes victime d'une infraction, vol, viol, abus de confiance, escroquerie, tout ce que vous pouvez imaginer, diffamation, tout ce que vous voulez comme infraction, et vous estimez que vous devez faire punir la personne, ou vous voulez faire punir la personne que vous estimez être auteur de cette infraction à votre encontre, vous pouvez faire une plainte simple à une unité de police. Soit vous portez là-bas, vous faites une déclaration plainte, et ils reçoivent votre déclaration dans leur registre, et vous délivrent ce qu'ils appellent une main courante. Soit vous saisissez le procureur de la République, près le tribunal, d'une plainte écrite que lui reçoit, et il oriente vers une unité de police quand il a pris connaissance du contenu. Et il estime qu'il y a matière à enquête, il y a matière à procédure. Lui, il oriente votre plainte vers une unité de police, ce qu'on appelle, par l'intermédiaire d'un soit transmis. Vous entendez les gens de façon générale dire il y a un soit transmis du procureur. Il fait un soit transmis à une unité de police avec instruction, mener les enquêtes. Soit, vous ne voulez pas passer par ces 2 voies-là. Vous faites une plainte avec constitution de partie civile. Mais quand vous faites la plainte avec constitution de partie civile, l'objectif en ce moment-là, c'est de saisir en fait un juge d'instruction. Oui, mais quand on parle de plainte avec constitution de partie civile, qu'est-ce qu'on y met concrètement? La même chose que vous faites au procureur. Okay. La différence, c'est qu'ici, on a ajouté avec constitution de partie civile, et je vous indique en même temps que l'orientation, ce n'est plus au procureur que cette plainte est adressée. Cette plainte est adressée au président du tribunal, qui l'oriente vers un juge d'instruction. Ce n'est pas le même mécanisme. Quand le procureur lui fait un soit transmis, quand l'unité de police a fini l'enquête, il ramène le dossier au procureur, le procureur reçoit les parties et décide de quel type de procédure il va ouvrir. Mais quand vous faites une plainte avec constitution de partie civile, votre dossier va chez le président du tribunal, votre adversaire ne sait même pas encore que vous avez porté plainte. Ça va vers le président. Le président du tribunal envoie un juge d'instruction qui lit et qui décide si oui ou non il faut ouvrir une information. Quand le juge ouvre l'information, il vous fixe une caution que vous venez payer d'abord. Vous payez ça, c'est là où votre dossier commence à tourner. C'est là où il va vous écouter d'abord sur les faits. Lui, c'est le juge d'instruction cette fois-ci, ce n'est pas la police. C'est la différence d'abord entre les 2. Vous voyez, quand c'est la plainte simple, le procureur envoie vers la police vous appelle, vous écoute votre adversaire, prend les mesures de garde à vue au besoin et vous ramène tous 2 devant le procureur. Quand vous faites une plainte avec constitution de partie civile, c'est le juge d'instruction qui vous reçoit dans son cabinet au tribunal. Votre dossier ne va pas à la police. Il vous écoute sur ce que vous demandez. Il va émettre une convocation maintenant pour votre adversaire qui viendra, il va l'écouter également. Et en fonction de tout ce qu'il recueille comme élément, il pourra décider cette fois-ci, lui, à son niveau, si il y a lieu vraiment de continuer les enquêtes. Est-ce qu'il faut aller vers des mesures de privation de liberté contre votre adversaire, auquel cas il va saisir le procureur qui va prendre ses réquisitions, vous allez devant le juge des libertés, c'est tout un mécanisme. Et en fonction de l'évolution du dossier, il finira par clôturer ce qu'on appelle l'instruction ou l'information par une ordonnance, qui peut être une ordonnance de non-lieu, qui peut être une ordonnance de renvoi devant le tribunal, une ordonnance de renvoi devant le tribunal en matière correctionnelle ou en matière criminelle, selon le type d'infraction qu'il retiendrait au bout de l'information. Vous avez également la possibilité de faire ce qu'on appelle une citation directe. Et la citation directe, ce n'est plus vous qui l'écrivez. Vous allez voir un huissier. Et l'huissier de justice, vous lui relatez les faits. Lui va écrire dans un acte qu'on appelle citation directe. Il va se porter vers votre adversaire, celui que vous estimez être l'auteur de l'infraction dont vous estimez être victime. L'huissier va écrire ce que vous lui dites.
il va chercher dans la loi ce que les qualifications... Bon, en général, soit vous faites directement avec l'huissier, soit vous allez vers un avocat qui, lui, sait lire la loi, cherche les éléments ou les qualifications légales possibles des faits que vous avez exposés, et lui, il demande à l'huissier de faire une citation directe. Et votre adversaire reçoit la citation de l'huissier avec une date d'audience, invitation donc à se présenter au tribunal à telle date, à telle heure, pour aller répondre des faits que vous avez déjà indiqués dans la citation. Donc, quand il reçoit, il sait que vous dites qu'il est coupable d'abus de confiance contre vous, qu'il est coupable d'escroquerie, qu'il est coupable de vente de parcelles d'autrui, ainsi de suite. Et là, vous venez devant le juge, à l'audience, vous faites les débats de façon contradictoire directement devant le juge. Vous ne passez pas donc par le procureur. Vous ne passez pas par le tribunal pour amener votre citation, votre adversaire au tribunal quand vous faites la voie de la citation. Autrement dit, l'action en justice peut ne pas se faire directement au tribunal, prendre par un avocat ou un huissier. Oui. Déjà, l'avocat, on peut y recourir pour tous les types de procédures. Notre système n'a pas encore fait du recours à l'avocat une obligation absolue. Tel que la loi est aujourd'hui, le recours à l'avocat est obligatoire à la cour d'appel. Donc, quand vous voulez agir au tribunal de première instance, par exemple, vous n'êtes pas obligé de passer par un avocat. L'avantage de passer par l'avocat, c'est qu'il connaît mieux que vous les méandres du système judiciaire. Il peut mieux choisir les orientations et les directions et même mieux analyser votre dossier pour savoir quelles sont les meilleures voies à suivre. Ça, nous étions en matière pénale. En matière civile, c'est la même chose. Vous décidez que quelqu'un vous a porté atteinte, porte préjudice à vos droits. Vous voulez être remis dans vos droits. Vous avez soit l'assignation, soit la requête, c'est ce que vous disiez tantôt. La requête, vous pouvez la rédiger vous-même. Oui, la requête, vous pouvez la rédiger vous-même. Vous pouvez encore saisir un avocat qui va la rédiger pour votre compte. L'un dans l'autre, vous relatez les faits, vous portez vos demandes et vous écrivez le tout, vous signez, on dépose. L'assignation, par contre, c'est également... L'assignation, c'est la même chose, vous dites ce que vous voulez. Mais cette fois-ci, c'est que c'est l'huissier qui formalise l'acte qu'on appelle l'assignation. C'est lui qui va chercher votre adversaire pour lui dire telle personne m'a demandé de vous dire que il vous reproche ça. Il vous invite à venir au tribunal tel jour, devant telle juridiction pour répondre de ces éléments-là. Alors que quand c'est la requête, vous déposez votre requête, votre adversaire ne sait pas encore que vous avez engagé une procédure. C'est quand on a fixé la date de l'audience, qu'on vous donnera une convocation que vous allez lui envoyer. Et c'est cette convocation qui permet de savoir que vous l'avez appelé au tribunal. Alors que l'assignation, dès que l'huissier amène, il sait déjà qu'il y a une procédure, il sait déjà ce que vous lui reprochez dans la procédure. Voilà donc, en termes de comment mener l'action. De ces différentes voies que vous venez de citer, quelle est la plus simple, la plus facile pour celui qui veut saisir le juge? Tout dépend de l'option que vous faites, je vous dis. Si vous désirez Déjà, il faut voir le coût. Quand vous faites pas voie de requête, et encore que la requête, ce n'est pas dans toutes les procédures, je vous le dis. Il y a des procédures pour lesquelles vous ne pouvez pas aller par voie de requête. Ça aussi, c'est le législateur qui règle ça. Donc, normalement, quand vous faites une requête simple, votre requête, vous la déposez, les frais d'enrôlement, vous payez au tribunal, en général, c'est entre 7 000 et 10 000. Alors, quand vous allez voir un huissier pour une assignation, la moyenne, vous êtes à 20-25 000. Ensuite, vous payez les droits d'enrôlement qui sont de 10 000. Donc, avec un huissier, si la procédure doit prendre par la voie de l'assignation, pour pouvoir réellement entrer votre dossier au tribunal, vous prévoyez déjà au minimum 40 000, 50 000 pour commencer en fonction de... Il faut compter avec la distance de la personne à qui vous avez affaire, là où elle se trouve. Il faut compter avec le nombre de personnes que vous voulez assigner. Donc, une assignation peut coûter quand même entre 25 000, 50 000, 100 000. Ça dépend vraiment des circonstances et des cas en présence. Donc, assignation ou requête, selon que la loi permet l'une ou l'autre des voies, il faut faire le choix d'opportunité en termes de coût, en termes de capacité, en termes d'orientation de votre procédure. Tout est question de choix. C'est comme pour la voie pénale, toutes les 4 voies que j'ai indiquées là. Vous choisissez en fonction de ce qui vous arrange le plus. La citation est la plus coûteuse. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est justement ce problème de coût qui amène les gens, les citoyens à être réticents à saisir la justice? Je ne crois pas. Parce que vous avez cité les montants tout à l'heure, 50 000, 100 000, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est relatif. Et ce que je disais sur la question, je ne crois pas que ce soit une question de coût forcément pour tout le monde. Il faut déjà savoir que le Béninois, par essence ou par principe, veut toujours régler ses affaires à l'amiable. Tant qu'il peut trouver une solution amiable sur le principe, il préfère. L'autre chose, c'est que... c'est pas la voie la plus simple. Non, oui, l'idéal, on dit qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Oui. Ça, nous sommes tous d'avis. Mais je dis, le Béninois, sur le principe, préfère le règlement amiable tant que c'est possible. À défaut,
il préfère passer par les couloirs et les voies détournées pour avoir une solution. Quand le Béninois vient finalement dire je veux aller en justice, c'est en général parce qu'il a fait le tour et qu'il n'a pas trouvé de solution. Il a même parfois dépensé beaucoup d'argent sans solution et il revient pour dire finalement je veux prendre la bonne direction. Voyez-vous? Donc c'est moins une question de coût en général qu'une question de choix d'opportunité ou de choix de stratégie pour aller au résultat qu'on cherche. Mais quand on a tenté toutes les voies et que ça ne marche pas, il faut revenir à la bonne voie. Et dans la bonne voie, vous choisirez là également en fonction des réalités de votre dossier, en fonction des dispositions légales, et on choisit la meilleure voie pour vous, tout simplement. Mais est-ce que c'est possible pour l'auteur de l'action en justice de se retraiter en pleine procédure? Bien sûr. C'est vous qui apportez votre affaire, vous pouvez décider de revenir. Mais là encore, attention. Quand vous avez déjà engagé l'action, vous pouvez faire un retour, ce qu'on appelle un désistement d'instance. Un désistement d'instance. Si vous avez fait votre action, que votre adversaire n'a pas encore fait des demandes en retour, vous n'avez pas encore commencé des débats de fond, vous dites je ne veux plus, je vais arrêter, normalement la procédure s'arrête. Mais à contrario, si le dossier a déjà évolué, votre adversaire a déjà répondu à vos prétentions, a peut-être lui-même fait des prétentions qu'on appelle reconventionnelles, votre désistement d'instance n'est plus automatique. Si vous dites que vous voulez arrêter, celui dit non, le dossier ira quand même jusqu'au bout et une décision interviendra. Et quelles sont les conséquences pour l'auteur, le demandeur de l'action en justice? Si l'autre fait des demandes et que ces demandes s'avèrent fondées, on peut vous condamner, vous, en retour, à lui payer. C'est-à-dire que c'est vous qui avez amené le dossier au tribunal, mais il s'avère qu'après l'analyse, c'est vous qui avez tort. Même si vous dites je veux partir et que l'auteur a dit non, moi je tiens à aller au bout, il a déjà versé des éléments de preuve au dossier et il a fait des demandes en retour contre vous, malgré votre désistement, le juge va rendre une décision. Et cette décision-là peut vous condamner, vous, alors que c'est vous qui êtes venu au tribunal, vous pouvez vous retrouver condamné. Dans tous les cas? Pas dans tous les cas. S'il s'avère que les prétentions de votre adversaire sont également mal fondées, le juge rendra une décision qui dira ni l'un ni l'autre. Et si c'est en matière pénale, est-ce qu'il y a une spécificité? L'auteur qui décide de se retraiter? Bien sûr qu'il y a une spécificité. Parce qu'en matière pénale, c'est vous qui vous plaignez, mais l'action publique ne vous appartient pas. Sauf sur les procédures de diffamation, par exemple. Voyez-vous, si on vous a diffamé et que vous estimez que, bon, je pardonne à la personne, si vous dites je lui pardonne, la procédure s'arrête, le ministère public ne pourra plus rien. Mais à contrario, quelqu'un a volé. Vous estimez que c'est lui qui vous a volé, vous avez porté plainte et la procédure est ouverte, on l'a même mise en prison. Vous ne pouvez pas venir dire au juge, laissez-le, je ne veux pas qu'on continue. Je lui pardonne, même votre pardon là. Si le ministère public dit non, moi je veux continuer la procédure, votre pardon, on vous laissera sur vos intérêts civils, mais une action ou une décision sera rendue quand même par rapport à la culpabilité ou non de la personne contre qui vous avez porté plainte. La personne à qui vous avez fait une citation directe, la personne contre qui vous avez fait une plainte de reconnaissance de partie civile, il faudra bien dire si oui ou non elle est innocente, si elle est coupable, et lui appliquer la peine prévue par la loi en cas de culpabilité. Donc voyez-vous, votre désistement ou votre renonciation à la procédure en matière pénale n'a pas le même effet qu'en matière civile. Sauf, je dis bien, sauf en matière de diffamation ou quelques matières spécifiques dans lesquelles le législateur dit que votre renonciation met fin à la procédure. Et à quel moment l'action devient irrecevable? L'action est irrecevable lorsque certaines conditions ne sont pas remplies, comme j'ai dit, le défaut de capacité, le défaut de pouvoir sont des causes d'irrecevabilité d'une action. Exemple. On dit, par exemple, l'autorité de choses jugées. C'est-à-dire que votre action, vous venez porter plainte en 2020 pour des faits que vous avez déjà portés au tribunal en 2015 et une décision était déjà intervenue. Vous revenez en 2020 pour la même affaire avec les mêmes personnes. Votre action sera irrecevable. Donc les causes d'irrecevabilité, il y en a plusieurs, elles sont fixées par la loi également. Mais de façon générale, on appelle ça les... Y a-t-il pas un délai pour rester en justice? Ça peut être également un élément d'irrecevabilité. Si la loi dit par exemple, si on parle de prescription, la loi dit par exemple que vous devez agir dans un délai de 2 ans. Vous attendez 5 ans, vous venez. Exemple, vous êtes un commerçant, vous avez vendu des marchandises à quelqu'un. Les délais de prescription en matière commerciale, ça existe. Le délai global, c'est 5 ans. En matière de vente, c'est 5 ans. Vous avez vendu des marchandises à quelqu'un qui ne vous a pas payé. Vous attendez 7 ans. Après. Votre première demande vient 7 ans après. Là, même si c'est des dizaines de millions, pour n'avoir pas agi dans le délai, votre action sera déclarée irrecevable. Et votre débiteur, vous l'aurez enrichi gratuitement. Ce n'est qu'un exemple. Exemple, vous avez quelqu'un fait un titre foncier sur votre domaine, sur votre parcelle. C'est votre parcelle, hein, mais quelqu'un réussit à faire un titre foncier dessus. La loi vous dit que le titre foncier, il est définitif et inattaquable. Oui. Mais la même loi dit que la personne qui est victime d'une immatriculation anormale sur sa parcelle peut demander une indemnisation dans un délai d'1 an. Comprenez-vous? C'est-à-dire qu'on a immatriculé votre parcelle à votre insu de façon abusive.
Mais vous êtes informé, vous avez eu l'information à partir d'aujourd'hui que votre parcelle est immatriculée. À partir du moment où vous le savez, vous avez 1 an, non pas pour reprendre la parcelle, hein, parce que la loi dit que c'est définitif et inattaquable. Mais vous pouvez demander à être indemnisé, c'est-à-dire que la personne vous paye en retour quelque chose pour réparer le dommage qu'il vous a causé en vous dépossédant en fait de votre bien. Mais la loi vous dit c'est 1 an. Si vous attendez 2 ans pour le faire, ou même 1 an, 1 jour pour le faire, votre action sera irrecevable. Donc les causes d'irrecevabilité sont légalement fixées et il y en a beaucoup. Je vous ai dit le défaut de capacité, le défaut de pouvoir, la prescription, l'autorité de choses jugées et toute une série d'éléments. Mais c'est au cas par cas qu'on les apprécie. Et c'est votre adversaire qui peut soulever ces moyens d'irrecevabilité contre l'action que vous avez engagée contre lui. S'il ne le soulève pas, normalement, eh bien, la procédure continuera et votre action sera recevable. Merci beaucoup, Maître Raoul Mbedi. Nous sommes à la fin de cette émission. Ça passe tellement vite. Est-ce que vous avez un mot pour conclure? Toujours un plaisir d'être avec vous et d'apporter le peu que nous pouvons à la compréhension générale des méandres et des subtilités du droit. Merci pour l'honneur que vous nous faites et à très bientôt. Merci, Maître Raoul Mbedi. Mesdames et messieurs, nous sommes au thème de ce numéro de votre émission Droit et Devoir. Ce numéro qui nous a permis d'en savoir davantage sur la procédure de l'action en justice. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.